aussi d'abord remercier les personnes qui m'ont invitée, donc, et particulièrement Giuseppe Di Stasio. Donc, je suis ravie de présenter une partie de mes recherches, enfin, d'essayer de contextualiser aussi les quelques œuvres de Rops qui présentent des figures qu'on appelle hermaphrodites. Alors, j'ai commencé par mettre un petit avertissement, parce que je vais peu montrer de matériel stigmatisant pour les personnes intersexes, mais je vais quand même en montrer deux. Et j'ai fait le choix aussi vous allez voir, de recadrer sur les visages les quelques photographies médicales que j'ai pu trouver au XIXe siècle pour tenter de ne pas reproduire cette stigmatisation et cette contrainte exercée sur ces corps, sur ces personnes. Je voulais aussi donc juste présenter, dire que j'étais chercheuse au sein d'un jeune réseau de recherche qui s'appelle le réseau de recherche francophone sur l'intersexuation, qui est un réseau très interdisciplinaire. Nous sommes plusieurs chercheurs et chercheuses à travailler sur cette question, et avec des chercheuses ici en Belgique aussi. Et pourquoi ce réseau de recherche? Parce qu'en fait, beaucoup de recherches ont été faites en anglais ou du côté des États-Unis. Et on a voulu aussi se fédérer pour donner plus de force et d'intérêt à nos travaux. Et puis, je travaille en ce moment aussi à un projet de recherche que je cumule avec le poste que j'ai à Rennes. C'est une recherche sur les allures non binaires. Et je travaille avec une historienne de la mode, Elisabeth Fischer, à ce propos. Et puis je voulais simplement rappeler les quelques publications, pour celles et ceux que ça intéresse, que j'ai faites sur cette question. Et donc je voudrais naturellement commencer avec un point sur qui sont les personnes intersexes. Je vous ai mis un lien vers l'OI Francophonie et vers l'association Genre Pluriel Belgique, qui est la branche de l'Organisation internationale intersexe en Belgique. Alors, les personnes intersexes sont nées avec des caractéristiques sexuelles, qu'elles soient génitales, gonadiques ou chromosomiques, qui ne correspondent pas aux définitions typiques binaires des corps dits masculins ou féminins. Et intersexe aussi, ça recouvre souvent tout un ensemble d'expériences des personnes qui actuellement sont nées avec ces corps qui ne correspondent pas pour la société aux attributions de féminin ou masculin. Et donc, ce sont pourtant des variations qui sont innées, qui sont naturelles, qui peuvent être multiples, et qui sont d'ailleurs, qu'on trouve avec constance, puisque les chiffres des naissances des personnes intersexes sont estimés à 1,7% de la population. Après, ce chiffre, évidemment, pour les spécialistes, peut être discuté, puisque en fait, il provient d'une méta-étude sur des chiffres, qui datent de l'année 2000. Donc évidemment, voilà, parfois les spécialistes ne sont pas forcément d'accord avec les chiffres, mais en tous les cas, ça concerne environ entre 1,7% et 2% de l'humanité. J'ai choisi cette capture d'écran faite sur ces deux comptes Instagram qui expliquent un peu plus les choses. Donc, intersexe, ça réfère à une sexuation. C'est donc beaucoup plus commun que ce que l'on croit. C'est pas forcément quelque chose qui est identifiable simplement. On peut être déterminé intersexe à la naissance, mais ça peut aussi se révéler à l'adolescence, quelquefois même à l'âge adulte, puisque donc ça ne touche pas seulement la sexuation au niveau des organes génitaux, mais aussi au niveau hormonal et chromosomique. Il n'y a pas besoin en fait d'opérations médicales, contrairement à ce qui se pratique actuellement. Et puis le slide aussi reprend en fait le fait que il faut différencier
personnes transgenres et personnes intersexes. Quelquefois, les personnes intersexes peuvent être elles-mêmes transgenres au sens où elles ne se reconnaissent pas dans l'état civil qui leur a été proposé. Et donc d'ailleurs, c'est ce qui explique le petit slide suivant, donc toujours pris sur ces comptes militants qui expliquent les choses. Et les personnes intersexes, en fait, qui naissent avec une sexuation intersexe, peuvent être de genres différents, donc de tous ces genres qui sont proposés ici à l'écran. Voilà. Si vous avez des questions un peu plus précises, je pourrais aussi répondre à vos questions, mais pour l'instant, je vous pose déjà ça. Je dois faire un point très rapide sur l'histoire intersexe telle qu'elle s'est construite récemment, puisque comme pour beaucoup d'histoires minoritaires, finalement, c'est seulement à partir du moment où des personnes ont pu prendre la voix, enfin parler en leur propre nom, parler de leur propre expérience de vie et parler aussi de leurs propres conditions, que les choses ont commencé à bouger. Et dans l'histoire intersexe, finalement, les choses ont surtout bougé au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, mais au XIXe siècle, il y a eu un document très important, qui est donc la première parole d'une personne intersexe, qui était celle de Abel Herculine Barbin, qui est quelqu'un qui a vécu au XIXe siècle, qui s'est suicidé en 1868, en laissant en fait à son chevet un manuscrit. Ce manuscrit a été publié en 1874 par un médecin Tardieu, qui était un médecin star de la médecine médico-légale de l'époque, qui du coup a voulu publier ce texte, non pas pour donner une voix à cette personne, mais parce qu'il trouvait que dans ce texte, cette personne faisait part d'une grande instabilité psychique, et c'est pour montrer ça que le texte a été publié. Il a d'ailleurs été coupé, on a été nombreux à chercher le texte original, les archives de ce grand médecin, qui était vraiment pourtant une figure star de l'époque, mais malheureusement, le manuscrit original n'a toujours pas été retrouvé, peut-être qu'il n'existe plus. Et en fait, ce texte a été redécouvert dans les années, à la fin, je sais plus tout d'un coup plus la date, mais en tout cas, dans les années 70, par Michel Foucault, qui a projeté en fait un livre sur l'histoire des hermaphrodites, comme il le disait à l'époque. Et en fait, il a trouvé ce texte tellement fort, et c'est vrai que ce texte est extrêmement poignant, il est très bien écrit, il a même un peu écrit à la manière des romans du XIXe siècle, donc il a fait toute une enquête pour vérifier que c'était bien une personne qui avait existé, donc il a cherché les archives, il a trouvé en fait même les lieux, et évidemment on a retrouvé l'état civil, les différents textes de médecins qui parlaient de cette personne, et il a publié le tout en fait, et cet ouvrage a été traduit rapidement en anglais et a eu beaucoup de succès aux États-Unis notamment, où cet ouvrage a fait tout son chemin aussi dans l'élaboration en fait, des études genre. Mais donc, au XIXe siècle, ces personnes étaient considérées comme anormales par la médecine, elles étaient considérées comme pathologiques, donc il y avait une importante production de littérature médicale autour d'elles, et elles étaient aussi nommées par tout un tas de mots différents, mais le mot principal qui revient surtout, c'était hermaphrodite, qui posait aussi quand même beaucoup de problèmes en fait, aux médecins, parce que en fait, dans ce mot hermaphrodite, c'est un mot qui existait déjà, qui est aussi qui est forcément pris par tout un tas de représentations symboliques, mais floues, parce que c'est quelque chose qui vient de l'Antiquité, mais dont on ne sait plus très bien exactement ce que c'est, et avec tout un tas de fantasmes éventuellement pris dedans. Et donc, ils utilisaient souvent le mot pseudo-hermaphrodite, mais finalement, ils reviennent toujours au mot hermaphrodite. Donc, c'est le mot qui était utilisé de façon générique, dans ce 19e siècle, avec parfois le mot androgyne qui était utilisé de la même manière. Puis les choses après se sont changées, se sont dissociées au 20e siècle, mais ça c'est une autre histoire. Et puis dans les années 30, un médecin espagnol, Gregorio Marañón, a imaginé ou a forgé le mot intersexe, qui débarrasse en fait de toutes ces représentations
qui venait parasiter le regard, en fait, en proposant donc cette nouvelle catégorie médicale. Et à partir de la fin du XXe siècle, l'histoire intersexe va s'écrire avec les personnes concernées cette fois-ci. Et donc c'est en 1993 que, enfin 93, je ne sais plus parce que j'étais en Suisse longtemps et du coup je trouve que c'est tellement plus pratique. Donc c'est seulement en 93 que aux États-Unis, les personnes ont décidé de se fédérer ensemble autour tout d'abord d'une association de patients, l'ISNA, qui a commencé en fait à engager en fait une croisade pour essayer de faire cesser les mutilations génitales sur les enfants intersexes. Et le problème, c'est que c'était donc vraiment une association de patients et que du coup, finalement, elle se situait dans le sillage des définitions médicales. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes ont créé donc l'organisation intersexe internationale, donc, qui fonctionne toujours et qui propose des réunions. Et ici, par exemple, vous avez une série de photographies de Del Lagrasse Volcano, qui est Del, c'est une artiste non binaire qui est intersexe et aussi transgenre et qui du coup a fait des portraits en fait des personnes. Et notamment ici pendant les réunions en fait, de l'Organisation internationale intersexe. Oui, parce que effectivement, j'ai oublié de vous dire une chose sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, c'est que au XXe siècle, à partir des années 50, les enfants qui naissaient intersexes ont commencé à être, enfin, à partir des années 50 aux États-Unis, puis à partir des années plutôt 60, 70 en Europe, les personnes ont commencé par être tout de suite prises à la naissance en charge par la médecine, opérées, et puis on demandait aux parents de garder le secret pour en fait faire en sorte que le genre de l'enfant, enfin le genre artificiel qu'on lui avait créé, corresponde en fait enfin voilà, que l'enfant ne se pose pas de questions. Et en fait, évidemment, là-dedans aussi, il y avait c'est quelque chose qu'on retrouve toujours, même quand on traite de l'histoire intersexe ou des images intersexes. On retrouve en fait deux éléments qui est l'idée de la rareté et l'idée du scandale ou de l'exception. Or, en fait, si ça concerne 1,7%, voire 2% des naissances, ça n'est pas une exception, c'est une constante dans la population. Et puis aussi... Et effectivement, en fait, on a dit aux parents que c'était quelque chose de tellement rare à chaque fois que cette idée de rareté fait que finalement les personnes n'étaient pas considérées comme, elles étaient considérées comme juste uniques. Et le fait de se mettre ensemble et de se mettre à plusieurs a aussi permis en fait de commencer à ce que les personnes se fédèrent pour que le regard sur leur corps, sur leurs existences puisse changer. Et donc aussi, là je vous montre cette série de photographies, mais il y en a d'autres, et notamment celle-ci, c'est une série d'une personne plus jeune, Nicole, qui est une autre personne intersexe, qui fait toute une série en fait de photographies sur des personnes intersexes qu'elle présente. Et pour terminer sur ce mot hermaphrodite, justement, il a commencé par être utilisé dans les années 90, donc pour montrer les premières bannières portaient le mot fierté fierté hermaphrodite. Et puis finalement, en fait, un consensus s'est dégagé chez la plupart des personnes concernées, qui était que ce mot hermaphrodite venait faire écran, en fait, et donc qu'il leur fallait, il valait mieux en fait utiliser le mot intersexe. Donc quelquefois, les personnes elles-mêmes l'utilisent quand même parce que ça fait partie de leur culture, mais en modifiant les choses, en s'en emparant elles-mêmes. Et ici, c'est une exposition qui a eu l'année dernière en fait au Schules Museum de Berlin. Et donc vous voyez qu'elle s'appelle Mercury Rising Inter Herm Story. Et du coup avec cette reprise aussi en fait évidemment de ce mot avec Herm. Et puis ici c'est d'ailleurs voilà, une série d'œuvres de l'artiste Ins Akrominga que vous pouvez voir à l'écran et qui reprend beaucoup les images anciennes pour les mettre dans de nouveaux contextes
et pour proposer qu'on change notre regard aussi sur ce qu'a été cette histoire. Donc c'est une longue lutte pour dépathologiser et changer le regard en fait, sur les personnes intersexes. Je voulais faire un tout petit point aussi sur la question de qu'est-ce que nous ont apporté les études genre pour justement changer notre regard sur les choses, que ce soit donc sur les personnes intersexes, sur les femmes, sur les hommes aussi, et puis sur les œuvres aussi, évidemment, aussi, du XIXe siècle, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Peut-être que certaines sont absolument spécialistes, mais voilà, je me disais que c'était peut-être bien de faire un tout petit point de rappel. En fait, ce que les études genre ont apporté, c'est vraiment de distinguer les choses, en fait. De distinguer que la sexuation, ça n'est pas la même chose que le genre, que ça n'est pas la même chose. Une sexuation n'induit pas forcément une sexualité due à cette sexuation. Et donc, du coup, vraiment, l'idée, c'était ça, de vraiment partager toutes ces choses, tous ces éléments, pour que, justement, on puisse regarder différemment la façon dont cette bicatégorisation du monde qui a été proposée depuis tellement longtemps, qui divise les choses entre éléments masculins, éléments féminins, qui sont issus au départ, en fait, de ces trois points alors qu'ils étaient réunis, et bien en fait ça nous permet vraiment de changer notre regard. Et avec cette bicatégorisation masculine-féminine hiérarchisante qui a toujours été très très présente et qui effectivement au XIXe siècle était extrêmement présente. Je voulais aussi après vous parler... Ah oui, alors en fait j'ai mis deux citations un peu compliquées et un peu longues peut-être. En fait, simplement parce que il s'est passé que dans les études, en fait, on a oublié que aussi dans les études de genre, dans l'élaboration même de quand on a commencé en fait à les élaborer, on a complètement oublié les minorités sexuelles, les minorités sexuées et les minorités de genre aussi. En fait, en faisant plus que quelque chose qui concernait masculin, féminin et un monde hétéronormatif dans lequel on vit de façon générale en fait. Et donc ces deux citations sont là pour justement rappeler ça et ça me permettait de parler justement aussi brièvement j'aimais bien ce mot de matrice sexe, genre, sexualité qui est justement cette matrice infernale en fait qui finalement pendant longtemps, et peut-être encore toujours, ont joué contre ceux qui étaient considérés comme des minorités, y compris les femmes, les personnes intersexes, les personnes trans et les personnes queer. Et du coup, ce texte-là, à nouveau rappelé ça, en fait. Et pour moi, c'est vraiment important de ne pas l'oublier, évidemment. Et puis, j'avais aussi cette petite phrase de Monique Wittig. Monique Wittig, c'était une penseuse lesbienne qui a élaboré, en fait, dans les années 80, qui a écrit un texte notamment qui s'appelle La pensée straight, pour expliquer à quel point justement aussi on vivait dans un monde hétéronormatif et que tout était perçu selon ce monde hétéronormatif, ce qui fait qu'on imaginait qu'il y avait la différence des sexes et non pas des différences de sexuation, qu'il y avait toujours un ordre symbolique hétéronormatif qui agissait en fait sur toutes nos représentations. Et je vais juste vous résumer très très brièvement aussi comment on a élaboré en fait ces questions autour ces questions autour de justement comment est-ce qu'on a détruit cette fameuse matrice sexe, genre, sexuation, comment est-ce qu'on a essayé de voir les choses autrement et comment en fait la question intersexe elle est vraiment présente dès le départ. Donc je vous parlais à l'instant de Monique Wittig qui a montré qu'il y avait cet ordre hétéronormatif qui insuffisait partout. Et puis, dans les années 90, il y a le fameux livre de Judith Butler qui a réfléchi, qui était une philosophe et qui a beaucoup réfléchi, le livre est parfois complexe, sur justement toute la performativité du genre, comment est-ce que c'était quelque chose qui était aussi appris, comment ça n'était pas une donnée, comment c'était vraiment une construction culturelle. Et dans son ouvrage, elle discute aussi de Herculine Barbin, de la traduction en fait du texte dont je vous parlais tout à l'heure, de Abel Herculine Barbin.
Et puis aussi, dans les années 2000, un autre livre est venu, d'autres travaux sont venus éclairer les choses. C'est le livre Sexing the Body de Anne Foster-Sterling. Anne Foster-Sterling, c'est une biologiste qui s'est posé des questions sur comment était construite la biologie, qui était quand même un monde, à l'époque où elle était active, dans le monde universitaire, en tout cas, parce qu'elle est un peu plus âgée maintenant. Eh bien, elle s'est aperçue que tout était tout le temps vu sous un angle masculin dominant, qui n'était jamais interrogé, et qu'il y avait tout un ordre là, qui était aussi en train d'agir en fait, sur notamment la sexuation. Et elle a commencé par proposer, un peu sous une forme de blague, qu'il y aurait 5 sexes, pour simplement faire aussi comprendre qu'il n'y avait pas que cette sexuation masculine et féminine. Donc, voilà, après, il n'y a pas du tout que 5 sexes, mais 5 sexuations en quelque sorte, mais en tout cas, c'était une manière de vulgariser les choses. Et puis, je vous ai mis aussi un lien vers un petit texte que vous trouvez, qui date de 2013 et qui n'est pas publié autre que sur un blog. C'est le texte de Sarita Ventrone-Guyot, qui est une activiste intersexe importante en France, et qui en fait a écrit ce texte qui s'appelle « Anne, pourquoi as-tu forclos mon identité ?» Parce qu'en fait, le texte d'Anne Foster-Sterling était super intéressant, mais en fait, finalement, elle a continué à reproduire cet ordre qui fait qu'il y aurait masculin, féminin, et les sexuations entre ces différents deux pôles, en fait. Ce qui continue, en fait, à ce qu'on voit le monde comme quelque chose qui est binaire, et comme quelque chose qui est naturellement binaire. Or, en fait, ce que propose Sarita Guyot, c'est que on pourrait imaginer ça comme un archipel, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas, en fait, que ces sexuations différentes ne seraient pas placées sur une échelle où les uns sont plus normaux que les autres, mais qu'elles seraient toutes en fait éclatées. Donc ça, c'était vraiment la manière de proposer les choses, et surtout que au tout début du moment où on a commencé à imaginer cette question de qu'est-ce que c'était le genre, quand on a commencé à imaginer que sexuation et genre étaient séparés, eh bien en fait les personnes intersexes et les personnes transgenres ont tout de suite été l'objet d'expérimentations médicales et psychologiques à ce moment-là. Les choses se passaient dans les années 50 à l'université Johns Hopkins. Et en fait, deux personnes, donc John Money, qui était un psychologue, et Robert Stoller, qui était un psychiatre, se sont intéressés en fait aux personnes intersexes et aux personnes transgenres. Et ils ont imaginé, ils ont pensé reprendre le travail de Margaret Mead, qui était une anthropologue, qui avait été notamment à Bali, et dans différents endroits non occidentaux, où elle avait observé qu'on pouvait élever un enfant dans un autre genre que sa sexuation de naissance. Et en fait, c'est à travers ce travail d'anthropologique qu'ils ont commencé à imaginer ce protocole pour les personnes intersexes, où il fallait élever un enfant avec sa nouvelle sexuation opérée chirurgicalement, et ensuite eh bien, ne jamais lui dire qu'il y avait eu cette opération, et en fait tout irait bien. Donc c'est vraiment là que ces choses-là ont aussi commencé, et donc il ne faut pas, à mon sens, oublier aussi toute cette histoire, et que ça fait partie évidemment de l'histoire intersexe récente. Qu'est-ce qui s'est passé au XIXe siècle, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, mais je voulais vraiment introduire les choses. Eh bien, en fait, il y a eu beaucoup de représentations qui ont fait écran ou qui ont stigmatisé cette catégorie de personnes pour les mettre en dehors de l'humanité, en les considérant comme des anomalies ou comme des monstres. Et c'est aussi ce que relève en fait Sarita Guyot et Bastien Charlebois, que en fait cette absence de représentation ou ces mauvaises représentations, elles contribuent à ce qu'on ne puisse pas voir en fait. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que les représentations, on pense que c'est ce qui nous aide à voir, mais en fait c'est toujours plus complexe que ça. Ça nous aide à voir les choses, mais quand c'est à côté ou quand ça ne représente pas une réalité vivante des personnes, eh bien ça empêche en fait de les comprendre et de les regarder finalement.
ces représentations, ce sont beaucoup les représentations issues de l'Antiquité qui viennent faire écran en fait aux personnes. Alors au XIXe siècle, eh bien en fait là vous avez une galerie de portraits de personnes intersexes donc, qui étaient étiquetées hermaphrodites, qui étaient, donc ce sont des portraits issus du champ médical, parce qu'en fait, ce sont quasiment les seuls endroits où on peut trouver notamment des photographies ou des gravures de personnes au XIXe siècle. Et donc, du coup, pour essayer de ne pas reproduire cette violence médicale, j'ai recadré sur les visages. Ce qui aussi permet de voir que la catégorie intersexe concerne des corps très différents et que c'est vrai qu'on a l'habitude de catégoriser hommes-femmes selon des types, mais en fait peut-être que l'idée du type aussi physique n'est pas forcément quelque chose qui permet de voir qu'il y a toujours une diversité dans les différentes catégories. Donc à la fois en fait ces personnes sont donc pathologisées puisque donc là elles sont reprises en exemple dans la littérature médicale. Et ici en fait j'ai mis cette caricature médicale du tout début du XXe siècle qui montre en fait un médecin en train de réparer les organes génitaux du mannequin Peace et du coup qui lui dit « Pour une fois, sais-tu, monsieur, maintenant que tu m'as remis en état, je puis participer sur l'exposition de Bruxelles. » Enfin, c'est un peu bizarrement formulé, mais et du coup, ce qui montre vraiment ce pouvoir en fait des médecins sur la vie des personnes qui devraient être réparées, telles qu'on le comprenait en fait au XIXe siècle. Et puis ici, c'est aussi une image très violente, donc c'est pour ça que j'ai mis des avertissements. C'est aussi une autre caricature anonyme parue dans le Rictus, donc ce magazine médical du début du XXe siècle. Et donc vous voyez que c'est un corps qui figure une personne intersexe qui est charcutée par le médecin et que, malgré le fait qu'il est tout ouvert, prononce la phrase « cruelle énigme ». Donc c'est aussi pour rappeler justement cette violence en fait, des parcours intersexes au XIXe siècle, comme le rappelait d'ailleurs Barbin, en disant « Ce jour arrivé de ma mort, quelques médecins feront un peu de bruit autour de ma dépouille, ils viendront en briser tous les ressorts éteints, y bûcher de nouvelles lumières, analyser toutes les mystérieuses souffrances amassées sur un seul être. Ô prince de la science, chimiste éclairé, dont les noms retentissent dans le monde, analysez donc s'il est possible toutes les douleurs qui ont brûlé, dévoré ce cœur jusque dans ses dernières fibres, toutes ces larmes brûlantes qui l'ont noyé, desséché sous leur sauvage étreinte. » Donc c'est vraiment cette idée que Barbin sait que son sort, en fait, après sa mort, c'est d'être autopsié pour que la science s'empare en fait de son corps, et c'est pas ce qui l'intéresse en fait. C'est vraiment toute cette souffrance, toute cette vie en fait qui du coup est rendue difficile en fait par sa nouvelle condition, qui font que et qui l'ont conduit d'ailleurs Barbin au suicide, parce qu'en fait Barbin c'était donc quelqu'un qui était né au XIXe siècle, qui avait eu la chance d'être, qui était né dans un milieu assez modeste, mais qui avait eu la chance d'être protégé par une famille un peu puissante, qui lui avait permis de faire des études, et du coup elle était devenue institutrice. Barbin a eu une histoire en fait d'amour avec la fille de la directrice de l'institution d'enseignement dans laquelle elle était, et c'est ce qui a en fait l'a poussée à penser que sa sexuation n'était pas tout à fait celle d'une fille. Et puis, donc, Barbin a vu un premier médecin, puis un deuxième médecin, son état civil a été changé, mais une fois son état civil changé, ce qui était déjà aussi compliqué socialement, parce que quelqu'un qui avait été élevé comme une femme au XIXe siècle dans un couvent, se retrouvait forcément employé dans des chemins de fer, d'ailleurs à Paris, c'était forcément compliqué. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que Barbin explique à quel point, et elle voit bien qu'elle ne sera jamais considérée en fait
comme un homme, comme son état civil le montre. Donc voilà, c'est forcément en fait un parcours douloureux, parce que c'est comme s'il n'existait pas de place en fait pour cette personne, et comme si finalement l'amour aussi lui était interdit. À propos de l'autopsie aussi, je voulais évoquer une autre figure intersexe propre au XIXe siècle, donc à cheval entre le XVIIIe et le début du XIXe siècle, qui est Marie-Dorothée Charles d'Urgé. Il y a plusieurs autographes aussi à son nom, qui était une personne intersexe qui travaillait, qui, à force d'être montrée dans les différentes universités, a appris le métier de la chiroplastie, et donc savait aussi que son sort après sa mort serait aussi d'être autopsié pour détailler en fait ses organes génitaux. Donc là, pour toujours évoquer en fait cette violence très forte qui était celle des parcours intersexes du XIXe siècle. Ces personnes sont toujours prises entre plusieurs feux au niveau des représentations. Donc soit on les considère socialement comme des personnes pathologisées, ou comme des monstres, comme on le dit encore au XIXe siècle, soit en fait on colle sur leur corps quelque chose qui serait idéal, d'une forme d'ambiguïté qui, pour le coup, cette ambiguïté, elle reprend en fait cette idée que il y a un pôle féminin, un pôle masculin, et entre les deux, une ambiguïté désirable cette fois-ci, et non pas pathologique. Donc il y a vraiment ce double mouvement, cette double tension permanente en fait à cette époque-là. Et ici, vous avez juste les figures d'hermaphrodites les plus célèbres, donc avec les deux versions qui se trouvent au Louvre, notamment, celle-ci au Louvre-Lens maintenant, puis celle-ci donc au Louvre, qui sont très célèbres, mais qui sont souvent d'ailleurs utilisées comme illustration quand on parle d'intersexuation, et qui sont finalement complètement décalées, parce que ça ne permet pas du tout d'avoir de représentation typique, ou ici, comme avec Georges-Jacques Lequeux, où il s'agit plutôt d'une sorte de fantaisie érotique, à la même manière finalement que ce que propose Rops, et on détaillera un petit peu plus tard, autour de Rops. Je voulais faire aussi une sorte de parallèle entre, même s'il est peut-être un peu osé, mais entre, toujours pour arriver finalement à regarder, à discuter des hermaphrodites de Rops, je voulais en fait aussi rappeler qu'au XIXe siècle, c'est pour ça que j'ai mis cette reproduction d'une gravure de Rops qui me présente donc une femme, elle aussi nue, sur une table, comme scrutée en fait c'est probablement pas ça l'histoire en fait de cette gravure, mais en tous les cas c'est celle-ci que j'ai utilisée pour faire un parallèle avec la caricature médicale. Au XIXe siècle, la modernité, donc à partir de la deuxième partie en fait du XIXe siècle, la modernité en fait, ce sont des hommes artistes qui travaillent le corps féminin et qui en font en fait leur terrain de jeu. Et c'est ce qu'ont montré en fait, et je mets les références pour celles et ceux qui souhaiteraient les avoir en tête, mais en fait c'est ce qu'ont montré les historiennes d'art féministes à partir du XXe siècle, pardon. En fait, elles ont essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'on avait oublié toutes ces artistes féminines. Pourquoi est-ce qu'on avait oublié Berthe Morisot? Pourquoi est-ce que Marie Cassatt n'était pas dans les manuels d'histoire de l'art? Pourquoi est-ce que tout ça est toujours... toutes ces personnes sont oubliées? Pourquoi Suzanne Valadon aussi, qui va avoir une exposition bientôt? Ou Rosa Bonheur, alors même qu'elle était très célèbre au XIXe siècle, pourquoi est-ce qu'elle avait été oubliée? Bon, elle a aussi une exposition en ce moment au musée d'Orsay. Eh bien, c'est parce qu'en fait, ce qui caractérisait... c'est pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'était que ce qui caractérisait en fait les motifs des tableaux, c'était très souvent des nus féminins, qui étaient donc le terrain de jeu d'artistes masculins, ou des lieux auxquels les femmes ne pouvaient pas accéder, comme les bars, les cafés, les champs de course. Et en fait, on pourrait penser que c'est un peu exagéré, mais récemment, pour mes cours, je faisais un cours et je parlais de Berthe Morisot. Dans les textes, sur les mémoires de Berthe Morisot, elle raconte à un moment que on est quelque chose comme en 1860 ou 1870, elle est toute seule au salon et elle est paniquée
parce qu'elle n'est pas encore mariée, elle n'a pas de chaperon, et elle vient d'un milieu bourgeois. Donc vous imaginez que quelqu'un qui est paniqué parce qu'elle est toute seule au salon, qu'elle va chercher un ami pour garder sa réputation intacte, elle ne peut pas aller en fait dans tous ces lieux où vont tous ces hommes. Elle ne peut pas aller dans les bordels par exemple où les hommes masculins du XIXe siècle, les artistes en fait font tous ces tableaux. Et elle ne peut pas prendre part en quelque sorte à cette forme de modernité là en fait, en tout cas dans les sujets qui ont été valorisés. C'est pas la même chose pour quelqu'un comme Suzanne Valadon qui elle venait d'un milieu beaucoup plus populaire, qui a été d'abord modèle, et en étant modèle, elle s'est aperçue qu'elle aimait travailler, le dessin, la peinture, et ensuite, voilà, elle n'avait pas le même type de problème. Mais en tous les cas, évidemment, c'est des questions en fait, qui sont importantes aussi au XIXe siècle. Et donc, ce sont principalement en fait, Linda Nochlin et Griselda Pollock, ces deux autrices, historiennes de l'art, qui ont commencé en fait à faire notre regard a commencé à changer sur l'art au XIXe siècle. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau symbolique, dans toutes les représentations, on trouve beaucoup cette figure d'hermaphrodite au XIXe siècle, dans la littérature, beaucoup dans la littérature, dans les dessins, dans la peinture aussi. Et en fait, ça va être soit une figure repoussoire, donc une figure qui va être considérée comme impuissante, soit une figure qui va être considérée au contraire comme surpuissante. Donc c'est pour ça aussi que ça fascine les artistes. Et je vous dirai aussi pourquoi, à mon avis, ça peut les fasciner autant. Oui, non, ça je le dirai un peu plus tard. Donc voici ces deux images des hermaphrodites de Rops. Oui, il faut que je vous parle de la question des mythes, avant de vous détailler en fait quels sont ces mythes. Lorsque moi j'ai travaillé à l'époque de ma thèse sur cette question d'une histoire hermaphrodite intersexe, j'ai rencontré un problème, c'est que les mythes, les récits anciens, les fables des anciens nous étaient toujours présentés comme des vérités. Elles n'étaient pas du tout soumises à autant de questionnements, de déconstruction en quelque sorte, que les autres récits. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a toujours cette tendance, vous savez, quand on travaille une notion, on a tendance à vouloir aller chercher l'étymologie des mots, comme si cette vérité ancienne pouvait nous apprendre quelque chose. Donc on a vraiment le mot de départ, on n'a pas forcément tout le chemin qui nous a transformé ce mot jusqu'à la période actuelle. Pardon. Et on fait la même chose aussi souvent avec les récits anciens. Donc on se dit qu'il y a une sorte de vérité en fait. C'est facile, on va chercher qu'est-ce qu'ont dit les Grecs, et donc ça nous donne une forme de vérité qu'on ne questionne pas plus que ça. C'est d'ailleurs ce qu'on fait au XIXe siècle, parce que le XIXe siècle était vraiment imprégné de la culture antique. Dans les lycées qu'avaient fait la plupart de ces artistes, c'était vraiment leur culture de base en fait, et c'était pour beaucoup même leur horizon. C'était ce qu'il y avait de plus intéressant. Le fait que ces mythes et ces représentations-là ne soient pas questionnées, moi ça me posait problème, et j'ai mis du temps à découvrir les écrits d'un philosophe belge qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Marcel Detienne, qui justement pointait ça du doigt en fait, en expliquant à quel point il y avait eu cette force culturelle des mythes et des récits anciens, et donc du coup il y avait une telle révérence par rapport à ces formes de récits qu'on ne pouvait pas les interroger. Or en fait, ils portent énormément de représentations hiérarchiques entre les sexes, donc ils font jouer ça en permanence. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que par exemple que Freud a repris Oedipe, pour parler du complexe, ce qu'il a nommé le complexe d'Oedipe, où à chaque fois il y a vraiment ce retour à ces récits comme portant une vérité. Et c'est aussi en fait, c'est dans cette même tension finalement que se posait Abel Herculine Barbin, quand il disait en fait la première fois: j'avoue que je suis singulièrement bouleversée à la lecture des Métamorphoses d'Ovide. Ceux qui les connaissent peuvent s'en faire une idée. Cette trouvaille avait une singularité que la suite de mon histoire prouvera clairement. Donc elle est vraiment super intéressée par les Métamorphoses d'Ovide. C'est quelque chose qui touche son être. Mais plus loin, Barbin dit quelque chose qui est vraiment intéressant. Le vrai ne dépasse-t-il pas quelquefois toutes les conceptions de l'idéal, quelque exagéré qu'il puisse être? Les Métamorphoses d'Ovide ont-elles été plus loin que ce qu'elle est en train de vivre? Et c'est aussi pour pointer finalement le fait que la réalité est toujours beaucoup plus complexe que n'importe quel récit, et particulièrement sur ce qui concerne en fait ces questions de hiérarchie entre les gens en fait.
où finalement les choses sont relativement basiques, alors même que les récits peuvent être sophistiqués, comme l'idéal en fait, dont Bardin parle. Et donc forcément à chaque fois, quand on parle d'hermaphrodite à l'époque, ou d'androgyne, en fait, on va renvoyer aux mythes antiques. Et les mythes antiques, en fait, là ici, ce sont, je vous ai simplement montré quelques illustrations de ce qu'on conçoit comme androgyne à l'époque. Les androgynes de Platon, c'est un récit en fait qui est une sorte de parabole amoureuse en fait, qui est aussi convoqué pour parler d'hermaphrodisme. Et hermaphrodite, c'est un récit en fait, pour vous raconter très brièvement, raconté par Ovide, qui donc montre un jeune homme qui qui va se baigner dans un petit lac. Il est décrit déjà comme ressemblant à part égale à son père et à sa mère, donc dans la forme indifférenciée peut-être de l'adolescence. Et puis ensuite, il rencontre une nymphe qui s'appelle Salmacis, qui en quelque sorte l'agresse sexuellement, enfin le désire. Elle fait mine de s'en aller parce qu'il a peur, donc il va se baigner. Et ensuite, lorsqu'il revient dans l'eau, en fait, elle vient se fondre à lui. Elle demande au dieu d'être fondue dans son corps. Comme elle trouve que... comme Hermaphrodite est absolument terrifié de ce nouvel état corporel qu'il a, et bien en fait, il demande au dieu de rendre la source dans laquelle il s'est baigné maudite. Et donc, cette source produira en fait un efféminement pour les hommes qui s'y baigneront. Donc voilà ce récit en fait qu'on a aussi en tête à l'époque. Mais c'est pas forcément ça d'ailleurs que Rops va nous présenter. Alors justement, je voulais vous parler plus précisément justement de Rops aussi, dans ses recherches érotiques. Et dans les recherches érotiques que propose Rops, puisque c'est vraiment le travail de Rops en fait à propos de ces... Enfin, je ne suis pas la spécialiste, mais vous me contredirez tout à l'heure si c'est pas le cas. Mais enfin, on le voit en fait à travers toutes ces recherches. C'est quelqu'un qui est très intéressé par ces questions érotiques et qui du coup propose tout un tas de recherches en fait. Et on peut tout à fait rapprocher en fait. Alors il s'intéresse aussi beaucoup, il met beaucoup en scène des lesbiennes. D'ailleurs c'est le cas ici en dessous. Et le fait que la figure d'hermaphrodite ici soit posée au-dessus en fait de ce couple de lesbiennes montre que c'est aux tribades qu'il pense en fait. Et les tribades, c'est la manière qu'on a de nommer aussi au XIXe siècle les lesbiennes, parce qu'en fait on pense que du coup elles n'ont pas besoin des hommes parce que leur clitoris ou leur organe génital serait vraiment plus développé en fait. Et ici, vous avez une caricature qui date du XIXe siècle, qui n'est pas datée plus que ça, en fait, qui montre deux actrices célèbres de l'époque, donc Mademoiselle Georges et Mademoiselle Recourt, qui font l'amour et qui n'ont pas de... qui ont, vous voyez, l'une d'entre elles un organe génital un peu plus développé. Donc, il me semble qu'il y a vraiment cette idée chez Rops de pousser la fantaisie, en quelque sorte, autour des tribades un peu plus loin. Et puis, d'autres choses me paraissaient tout à fait intéressantes chez Rops, dans ses fantaisies, justement. C'est tout cet intérêt qu'il a pour la plasticité des organes génitaux, et aussi pour les vestiges antiques. Parce qu'ici, par exemple, vous voyez qu'il montre le moineau de Lesbie, donc c'est une jeune femme qui a affaire à un singulier moineau, donc qui est comme en fait un condensé d'organes génitaux masculins avec des petites ailes. Et Rops manifestement s'intéressait beaucoup en fait aux vestiges antiques. Donc on a ici une gravure autour de ces vestiges antiques et qui explique quelque chose du mystère de l'amour. Et ici par exemple c'est une de ces figures antiques, parce que dans les vestiges antiques on trouve beaucoup de ces figures en fait de vautours ailés. Donc ici c'est un vautour et c'est un motif que Rops a beaucoup repris, ce vautour ailé. Et donc ici c'est donc ce vautour, vous voyez, c'est un pénis avec des petites ailes et un petit bec, et il est sur des œufs en fait, qui sont des œufs qui
qui sont ouverts comme, comme une vulve et qui représentent, d'après la légende, en fait, les 4 âges en fait, de la femme. Donc, vous voyez que les femmes en fait, ont 4 stades, mais l'homme n'en a qu'un. Donc, ce qui est aussi intéressant. Et puis donc on voit vraiment, à travers ces motifs-là, on voit vraiment que Rob, ça, je ne sais pas exactement quelles sont ses sources, et vous devez les connaître plus que moi, mais c'est vraiment des choses qui l'ont beaucoup amusé, et donc il cherche avec fantaisie, mais c'est son vautour érotique qu'on voit ailleurs. Et puis ici, vous voyez qu'il y a cette fois-ci, ça n'est pas seulement un vautour, c'est aussi un cochon. Alors en fait, ce qui est aussi intéressant chez Rob, c'est que lui-même était aussi, en tant qu'artiste au XIXe siècle, il y avait tout un tas de métaphores sur la création artistique, qui était comme une sorte de procréation. Donc on appelait ça aussi le sens génésique. Et c'est ce qu'on voit en fait à travers ces différentes propositions, puisque donc ce qu'on retrouve aussi dans tout ce genre de palettes. Vous voyez, une palette avec un phallus, ou une palette avec une femme qui est en train de sortir de cette palette. Et donc là, je vous avais mis justement plusieurs phrases, dont une phrase aussi de Robs, qui montre en fait à quel point les artistes et les créateurs de l'époque, donc les hommes, se considéraient donc comme surpuissants, et comment en fait, de l'autre côté, on considérait que les critiques d'art étaient des eunuques parce qu'ils n'avaient pas cette puissance créatrice. Et pour vraiment finir sur la plasticité des organes génitaux, je trouve que c'est très intéressant parce que dans les marges de beaucoup de gravures, on trouve justement en fait, donc là vous avez ce vautour érotique, mais en fait, on voit qu'il s'intéresse à la genèse des organes génitaux et à leur plasticité, avec notamment cette planche Les monstres ou la genèse, où c'est tout un ensemble d'organes génitaux hybrides, complètement en train de naître, un peu comme Darwin nous présente les cellules en train de naître sur Terre. Donc il y a vraiment ces recherches qui sont très propres aussi au XIXe siècle. Et puis voilà, tout un tas de variations aussi autour des organes génitaux et qui mélangent toujours des attributs féminins et masculins avec une plasticité assez intéressante. Donc voilà, encore juste 2 exemples. Bon, ici, on voit ici, on voit peut-être pas très bien, mais en fait, aussi une sorte de métaphore sexuelle avec toujours des organes hybrides. Et je voulais terminer sur la figure du sexe comme masque, parce que c'est une thématique qu'on trouve chez Robs. Vous voyez ici, en fait, le masque se transforme en sexe, et je voulais terminer sur justement le fait qu'il n'était pas le seul à faire cette même métaphore, puisque, en fait, Goya, dans une de ses fantaisies, en fait, présentait justement en fait, le sexe, cette fois-ci de quelqu'un qui serait hermaphrodite, comme un masque aussi. Après, ils n'ont pas les fallu utiliser cette thématique, mais voilà, je voulais un peu boucler la boucle en passant par ces différentes recherches propres à Robs.